Ibrahim ne laisse jamais cette image t'échapper. Elle n'est pas seulement un souvenir figé, elle est la source d'un récit bouleversant que je vais te dévoiler. En la fixant, une phrase m'a frappé de plein fouet. Mieux vaut ne jamais livrer bataille que d'abandonner en chemin. Le doute, nous le connaissons tous. Les failles, les faiblesses, les hésitations, elles font partie de nous. Aucun être n'est sans défaut. Mais pourquoi ce sursaut soudain ? Parce que ce cliché remonte à un temps lointain entre 2009 et 2010. Sur cette photo, un jeune homme d'à peine 20 ans. Fraîchement engagé dans la voie militaire, il faisait ses premiers pas dans un camp d'entraînement au milieu d'une terre rougeâtre battue par le vent. À ce moment-là, il n'était qu'un anonyme en uniforme perdu dans la foule, sans gloire, sans renommée. Et pourtant, jamais il n'aurait imaginé qu'un jour son nom résonnerait dans le monde entier comme celui d'un chef charismatique et redouté. Propulsé au sommet par un événement fulgurant que personne n'avait anticipé, un coup d'État aussi audacieux qu'inattendu. Aujourd'hui, il détient le titre du plus jeune chef d'État au monde, et son seul nom suffit à faire frissonner les puissants. Ses décisions sortent des sentiers battus, ses actions brisent les codes, et les unes de journaux du monde entier résonnent de son écho. Mais avant d'en arriver à cette ascension spectaculaire, laissez-moi vous ramener bien avant là où tout a réellement commencé. Le 5 septembre 1852, dans une salle nommée Corinthian Hall, un homme se leva. Son nom, Frederick Douglass. Ce jour-là, face à la Ladies Anti-Slavery Society, il prononça des mots d'une force inouïe, des mots qui résonnèrent comme le tonnerre dans le cœur du peuple noir américain. Ces paroles enflammées et indomptables ont traversé les siècles, franchi les océans pour venir vibrer encore aujourd'hui sur la terre d'Afrique. Ce fut l'étincelle d'un réveil, le cri d'un peuple décidé à ne plus courber l'échine face à l'injustice. Ce jour-là, Frederick Douglass n'a pas mâché ses mots. Face à une salle suspendue à ses lèvres, il lança cette phrase cinglante comme une gifle à l'histoire qu'un homme accepte ses chaînes sans se battre et il ne mérite ni pitié ni liberté. Le message était clair, celui qui refuse de se relever restera à terre. Celui qui attend d'être sauvé restera captif. La liberté ne se mendie pas. Elle se conquiert ou elle s'éteint. Et à chaque fois que j'entends parler d'un peuple courbé, d'un continent exploité, je repense à cette même idée reprise bien plus tard en 2023 lors du sommet afro-russe à Saint-Pétersbourg. Ce n'est plus un esclave d'un autre siècle qui parle, mais un ancien soldat africain devenu père de famille et surtout devenu cauchemar vivant pour tous ses héritiers des puissances coloniales. Ce jour-là, il ne tendait pas la main, il dressait le poing. Contre l'hypocrisie, contre les pillages maquillés en partenariat, contre ceux qui s'imaginent que l'Afrique dormira encore longtemps. Et ce visage, celui qui ose défier l'ordre établi, c'est celui du capitaine Ibrahim Traoré. Invité d'honneur à cette conférence mondiale, il se tenait là, épaule droite, aux côtés de figures comme Vladimir Poutine, qui sans détour dénonçait l'emprise de Washington sur les affaires du monde, et Traoré, dans un calme déconcertant, lança cette phrase devenue virale « Ici, aucune question ne reste sans réponse. On règle nos problèmes entre nous, car ici, c'est une affaire de famille. » Un message limpide finit le paternalisme occidental. L'Afrique n'est plus l'enfant obéissant. Elle parle d'égal à égal. Et quand il parle de famille, ce n'est pas une formule creuse. Il parle de la Russie comme d'un frère, d'un allié enraciné dans une histoire commune, faite de lutte et de sacrifices. Traoré a même cité mot pour mot Frederick Douglass, preuve qu'il ne lit pas pour briller, mais pour comprendre, pour s'armer intellectuellement. Pendant que les élites occidentales le cataloguent hâtivement, comme un simple chef de junte, lui s'élève dans le silence, refuse l'étiquette et laisse ses actes parler pour lui.
Pour certains, ce qu'ils ont vu en lui allait bien au-delà de la politique. En l'écoutant parler, en le voyant agir, en observant sa posture face au pouvoir, ils ont reconnu un phénomène décrit en 1976 par Magdalena Villaba, la transmigration de l'âme. Une croyance fascinante selon laquelle, lorsqu'un être d'exception quitte ce monde, son esprit ne disparaît pas, il voyage. Il erre à travers les terres à la recherche d'un nouveau corps, d'un nouveau souffle, pour poursuivre son œuvre interrompue. Et pour ceux qui y croient, aucun doute n'est permis, lorsque Thomas Sankara, l'icône révolutionnaire du Burkina Faso, fut assassiné, ce funeste 15 octobre 1987, son âme s'envola. Portée par le vent de l'histoire, elle traversa. Kogo effleura Koudougou, puis glissa jusqu'à Dédougou, avant de s'ancrer 1 an plus tard dans le corps d'un nouveau-né à Bondoukou. Ce bébé-là s'appelait Ibrahim Traoré. Et il allait sans le savoir porter à nouveau l'étendard de Sankara en réveillant un pays tout entier. Et voilà comment se réalisèrent, un à un, les anciens présages couchés sur papier par Magdalena Villaba, Friedrich Gerd ou encore Schopenhauer. Lui-même, les âmes qui refusent de s'éteindre trouvent toujours un nouvel abri. Et ce refuge, c'est ici qu'il se trouve, sur la terre fière des hommes intègres, où le nom de Sankara se murmure encore entre les sillons des champs et les battements du cœur d'un peuple qui ne l'a jamais oublié. Jusqu'ici, si vous avez bien suivi, vous avez compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'une biographie. Ce récit, c'est une plongée dans les méandres d'un destin hors du commun, celui du plus jeune président de la planète, le capitaine Ibrahim Traoré. Vous avez sûrement déjà vu son visage. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cet homme a banni le rire de sa vie, car selon lui, il n'y a rien de drôle dans un monde où l'injustice règne encore à ciel ouvert. Entrons maintenant dans la tête de cet homme, à part celui qui s'est juré de redonner un sens au mot patrie. Un leader dont le visage souvent masqué comme un shinobi, venu des montagnes sacrées d'Iga ou de Yamato, symbolise bien plus que le mystère, il incarne la discipline, la détermination et le refus de toute vanité. À l'opposé des cortèges de limousines et des palais aux dorures indécentes, lui avance, à pas calme, vêtu de sobriété, alors que son peuple peine à se nourrir. Il est devenu, sans en avoir besoin, une figure que tout un continent respecte. Voilà 2 ans que ce président peu ordinaire refuse obstinément le salaire doré réservé au chef d'État. Il a préféré conserver la paix modeste d'un capitaine de l'armée. Pourquoi ? Parce qu'il vit simplement dans une maison sans marbre ni fontaine. Mais ce choix n'est pas qu'éthique, il est aussi stratégique, car dans l'ombre, on a tenté de le faire tomber. Un complot ourdi avec des valises remplies, 5 milliards de francs CFA. Parce que sa droiture dérangeait. Il a tenu, il a survécu, et il a compris à quel point le pouvoir attire les pires instincts. Prenez un instant pour mesurer l'ampleur du chemin parcouru. En à peine 2 petites années, cet homme a fait basculer l'histoire du Burkina Faso. Le pays a changé de visage, et lui, il est devenu son symbole. Et là, une question s'impose, mais qui est vraiment ce capitaine dont tout le monde parle ? Quelle est l'histoire de cet inconnu devenu chef d'État ? D'où sort-il et comment a-t-il gravi, marche après marche, l'échelle du pouvoir jusqu'au sommet ? Tout commence un 14 mars 1988 à Kéra, un petit village de la commune de Bondoukou, dans la province du Mouhoun. C'est là que naît Ibrahim Traoré. Il y fait ses premières classes à l'école primaire du coin, avant de prendre la route vers Bobo-Dioulasso, la 2e plus grande ville du pays, pour y poursuivre ses études secondaires. Là-bas, il n'est pas celui qui fait du bruit. Il est celui qu'on remarque par son calme, sa rigueur, et surtout une intelligence que même ses professeurs ne pouvaient ignorer. Là où la plupart des militaires burkinabés ont plongé dans les rangs de l'armée à peine sortis de l'adolescence, Ibrahim Traoré,
lui a d'abord pris un autre chemin. Avant l'uniforme, il y eut les livres. Avant les armes, la science. En 2006, il débarque à Ouagadougou, non pas pour marcher au pas, mais pour creuser la terre. Au sens propre, il étudie la géologie à l'université Joseph Kizerbo. Et très vite, il se distingue, pas par ses notes seulement, mais par sa voix. Délégué d'étudiants, il défend ses camarades avec une détermination déjà redoutable. Diplômé en 2009, mention en poche, il aurait pu devenir scientifique. Il a choisi d'être soldat. Et c'est là que tout bascule. Contre toute attente, Traoré s'inscrit à l'école militaire Georges Namoano, une école jugée secondaire par l'élite, mais qui allait pourtant forger l'un des esprits les plus redoutables du pays. Pas besoin de prestige quand on a la volonté. Diplômé en 2012, il part aussitôt au Maroc pour une formation spécialisée en défense anti-aérienne, avant d'être affecté à une unité d'infanterie postée à Kaya, dans le nord du Burkina Faso, là où le sable brûle, où les armes parlent et où les illusions tombent vite. 2014. 2 petites années. Après son affectation, Ibrahim Traoré change de dimension. Fini les postes de soutien, le voilà propulsé lieutenant. Une promotion qui n'a rien du cadeau, elle marque le début d'un chapitre intense. Cette même année, il est envoyé au Mali, au cœur de l'opération de l'ONU, connue sous le nom de MINUSMA. C'est là, au milieu des dunes brûlantes et du chaos ambiant, qu'il forge son expérience de guerre. Face à des djihadistes déterminés et à des factions ethniques armées, Traoré découvre ce que signifie vraiment le mot combat, et ceux qui étaient là n'ont rien oublié. 2018. Tombouctou. Une attaque complexe bien planifiée. Des insurgés surarmés, et lui, au milieu du feu, gardant son sang-froid, organisant la riposte. Les témoins parlent d'un courage presque irréel. L'année suivante, 2019, il est de retour au pays engagé dans une nouvelle mission, l'opération Djibo, dans le cadre de l'offensive Haut à Point. 7 mois durant, il multiplie les actions de contre-insurrection dans le nord, là où l'État semblait ne plus exister. Et à chaque embuscade, il prouvait que le terrain était son vrai royaume. Même si les médias en ont parlé comme d'un triomphe retentissant, la réalité était plus nuancée, les combattants ennemis avaient été repoussés. Mais seulement pour un temps. Le feu s'éteignait à un endroit pour mieux jaillir ailleurs. Pendant ce temps, Traoré continuait à avancer. Cette fois, direction Marcoy dans la zone la plus instable de tout le Sahel, là où se croisent les frontières du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Une poudrière. Une ligne rouge, et lui, toujours en première ligne. C'est là qu'il a mené plusieurs offensives contre les groupes djihadistes sans jamais reculer d'un pas. Ceux qui ont marché à ses côtés à cette époque n'ont aucun doute. Traoré, c'est un meneur, un vrai, pas du genre à commander depuis un bureau climatisé. Il partageait les rations, le danger et la poussière. En 2020, il est officiellement promu capitaine. Mais à ce moment-là, dans les rangs de l'armée, un malaise couvait. Une génération de jeunes officiers, dont Traoré faisait partie, ouvraient enfin les yeux, leurs supérieurs avaient perdu le contrôle. Sur le terrain, ils étaient livrés à eux-mêmes, pris en étau entre les balles des djihadistes, et l'incompétence du haut commandement. Nous sommes en 2020. La ville de Barsalogo, en plein cœur du Burkina Faso, est à 2 doigts de basculer dans le chaos. Les djihadistes sont aux portes. La route principale semée de mines, piégée, comme un couloir de mort. L'armée hésite, mais pas Traoré. Lui, il choisit une autre voie, celle de la brousse. Il entraîne ses hommes dans une marche commando à travers les broussailles, sous un soleil de plomb sans GPS ni certitude. Et il arrive. Juste à temps. Barsalogo est sauvé. Et ce jour-là, pour beaucoup, Traoré devient plus qu'un officier. Il devient un rempart. Mais ce n'était qu'un épisode parmi tant d'autres dans une guerre sans visage.
Au Burkina Faso, les groupes terroristes ne frappent pas à heure fixe. Ils surgissent embuscades, tirs nourris, roquettes, véhicules détournés, enlèvements, bombes artisanales. Leurs méthodes sont multiples, imprévisibles, cruelles. Les régions les plus martyrisées. Le Sahel, le Nord, le Centre-Nord et l'Est. Des zones entières, transformées en no man's land, où l'État lutte pour exister, et où seuls les plus courageux osent encore se battre. Fin 2021, le masque tombe. Le Burkina Faso entre dans une crise humanitaire à ciel ouvert. Des régions entières sombrent dans la faim. Le chaos s'installe. Et en moins d'un an, le bilan est glaçant. À la mi-septembre 2022, plus de 3000 morts, une augmentation de 30% par rapport à l'année précédente. Près de 2 millions de personnes forcées de fuir leur foyer déplacées à l'intérieur même du pays. Face à ce désastre, l'armée prend les commandes. En janvier 2022, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba renverse le président civil Roch Marc Christian Kaboré, élu en 2015 et reconduit en 2020. Mais l'histoire du pouvoir burkinabé est un cycle d'instabilité. Avant Kaboré, c'était Michel Kafando, imposé après la révolte populaire de 2014, et avant lui, Blaise Compaoré, resté aux commandes pendant 27 ans après avoir pris le pouvoir par la force. En 1987, lors d'un putsch sanglant qui coûta la vie à une légende, Thomas Sankara. À peine assis dans le fauteuil présidentiel, Damiba s'empresse de pointer du doigt l'échec cuisant de son prédécesseur Kaboré, incapable, selon lui, de stopper l'hémorragie djihadiste qui dévorait le pays de l'intérieur. Pour redorer son blason, il crée un acronyme solennel, MPSR, Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Une belle promesse sur le papier, reprendre chaque centimètre perdu, réinstaller les 2 millions de déplacés et sauver la nation. Un storytelling de chef d'État en guerre. Et parmi ceux qui répondent à l'appel, un certain capitaine du nom d'Ibrahim Traoré. Mars 2022. Damiba le propulse à la tête de l'artillerie dans le régiment de Kaya en plein centre du pays. Mais ce que Damiba ignorait, c'est que cette nomination allait ouvrir la première brèche dans son propre mur. La mèche était allumée. Et elle portait un nom, Traoré. Mais très vite, le vernis du régime Damiba s'écaille. Les attaques djihadistes, loin de diminuer, explosent. Les campagnes tombent, une à une, entre les mains de groupes armés, et les villes encerclées retiennent leur souffle. Sur le terrain, les soldats attendent un miracle, ou au moins leur solde. Mais même ça, souvent n'arrive pas. Les retards de paiement deviennent la norme. Dans certains régiments, c'est la colère sourde. Dans celui d'Ibrahim Traoré, c'est une révolte qui gronde. Et au milieu, Traoré, respecté par ses hommes, devient leur voix. Il enchaîne les allers-retours à Ouagadougou pour alerter Damiba. Mais face au silence du palais, ce capitaine commence à comprendre, quand un chef refuse d'écouter ses troupes, c'est qu'il a déjà perdu leur respect. Plus les semaines passaient, plus le ton montait dans les casernes. Les soldats en avaient assez, pas de munitions, pas de vivres, des véhicules hors service et des camarades qui tombaient un à un. Et pendant ce temps-là, à Ouagadougou, Damiba et ses officiers climatisés sirotaient leur pouvoir dans des bureaux feutrés, bien loin de la poussière et du sang du front. Coupés du réel coupable d'inaction, ils perdaient peu à peu le lien avec leurs troupes. Le ras-le-bol devenait rage. Et cette rage, un jour, allait exploser. Le 26 septembre 2022, un convoi de 150 camions transportant de la nourriture vers Djibo, une ville stratégique au nord, est pris pour cible par des djihadistes. Résultat, carnage. Pour certains militaires, ce fut la goutte de trop, le déclic, et surtout le début d'un nouveau renversement. Djibo. Une ville de 50 000 âmes, encerclée depuis 1 an et demi littéralement coupée du reste du monde par des groupes armés affiliés au terrorisme.
Et pourtant, ce 26 septembre, un convoi humanitaire censé ravitailler cette enclave oubliée est pulvérisé en pleine route. 37 morts, dont 27 soldats. L'attaque est revendiquée par une branche d'Al-Qaïda. Dans les casernes, c'est l'explosion. La rage est totale, surtout chez les jeunes recrues, qui en ont assez de servir de chair à canon pour un commandement déconnecté. Et pendant que, meurt au front, Damiba lui défile à New York. Une semaine plus tôt, il avait embarqué une délégation XXL de 70 personnes pour parader au sommet de l'ONU. Devant les caméras internationales, il osait parler de progrès dans la lutte contre le terrorisme, sans trembler. Et avec en prime une main tendue à la communauté internationale, pour demander encore plus d'aide. Pendant que Damiba se pavanait dans les salons climatisés de New York, le peuple burkinabé lui comptait ses morts. Et la facture salée de cette expédition onusienne a fini de briser ce qui restait de patience dans les rangs de l'armée. Aux yeux de beaucoup, c'était plus qu'un gaspillage, c'était une gifle en pleine figure. Le capitaine Ibrahim Traoré, écœuré, décide de monter au créneau. Il fait le déplacement à Ouagadougou, espérant parler directement au chef de l'État. Il demande une audience. Silence radio. Ignoré. Méprisé. Ce fut la goutte de trop. Avec d'autres officiers de sa génération, il conclut qu'aucun changement ne viendrait d'en haut. Alors, le matin du 30 septembre 2022, les premières rafales claquent dans les rues de la capitale. Le signal est donné. L'opération est en marche. Le régime de Damiba est sur le point de vaciller. Ce soir-là, à 20h tapante, le pays retient son souffle. Sur les écrans de la télévision nationale, une image inattendue surgit un homme en uniforme gilet pare-balles serré contre la poitrine béret rouge vissé sur le crâne. À ses côtés, des silhouettes armées, visages couverts. Le décor est posé et la bombe tombe. Le capitaine Ibrahim Traoré s'adresse au peuple et annonce la chute de Damiba. Fini les promesses, fini le flou. Le MPSR, Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, prend les commandes du pays. Le message est clair, Damiba a failli. Lui qui avait renversé le pouvoir en janvier pour restaurer la sécurité n'a fait que prolonger le chaos. Pour Traoré et ses hommes, l'heure n'était plus au discours, mais aux actes. Et ce soir-là, ils ont frappé fort. Au lieu de livrer bataille pour libérer les régions tombées entre les mains des djihadistes, Damiba préférait, selon ses détracteurs, se perdre dans des manœuvres politiques stériles. Traoré et ses compagnons d'armes l'avaient pourtant averti, l'exhortant à se concentrer sur l'essentiel, la reconquête du territoire. Mais face à son entêtement, il n'avait plus d'option. La rupture devenait inévitable. Depuis des mois, une tension sourde montait dans les rangs, surtout chez les jeunes cadres militaires, ceux qui affrontaient quotidiennement Daesh et Al-Qaïda sur le terrain. Les soldats de l'unité d'élite Cobra envoyés en première ligne voyaient leur solde versé avec des semaines de retard. De quoi transformer la colère en mutinerie. Dès les premières heures du 30 septembre, c'est avec l'appui décisif des forces spéciales Cobra que le capitaine Traoré, encore inconnu du grand public, prit la tête du soulèvement. Son équipe désormais aux commandes du pays promit un changement de cap radical. Terminer les demi-mesures, la priorité serait désormais la sécurité intérieure, la reconquête du territoire perdu et le respect des accords internationaux, y compris en matière de droits humains. Autre point clé, élargir le cercle des alliances étrangères pour combattre plus efficacement la menace djihadiste. Mais très vite, l'élan révolutionnaire se heurta à une réalité bien plus complexe. Le putsch ne tarda pas à ouvrir la porte à une crise bien plus profonde. À peine installé au sommet, Traoré et ses compagnons d'armes se retrouvent face à une onde de choc. Le 1er octobre, ils lâchent une bombe. Damiba, affirme-t-il, aurait trouvé refuge dans l'enceinte de la base française de Cambansin, d'où il préparerait en coulisses une riposte. Dans un pays déjà traversé par une immense défiance envers Paris,
L'effet est immédiat. Le feu s'allume. La France dément en bloc, mais c'est trop tard. Oh, des foules en colère envahissent donc les rues de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Ambassades et centres culturels français deviennent la cible. Ce qui n'était au départ qu'un bras de fer entre militaires bascule alors en une révolte populaire contre une ingérence étrangère devenue insupportable. À mesure que la nuit avançait, le vent tourna clairement en faveur de Traoré. Une à une, les branches les plus stratégiques de l'armée, forces spéciales aviation, tombèrent dans son camp. À l'aube, la partie était jouée. Damiba, acculé, n'eut d'autre choix que de se retirer. Mais pas sans condition. Il exigea des garanties pour sa sécurité personnelle, ainsi que celle de ses proches. Et puis, surprise générale, 6 jours plus tard, c'est bien Traoré que le monde découvrit, prêtant serment comme président par intérim. Une ascension fulgurante sans armes visibles, mais avec une autorité silencieuse. Le jour de son investiture, il arriva avant même les caméras habillées de son treillis le pas assuré. Plus qu'un chef, il semblait incarner le sacrifice et le devoir. Et puis, au moment où tous attendaient de lire sur son visage les traces d'émotion, il apparut masqué. Rien, pas un muscle, pas un regard, il avait choisi l'anonymat visuel. Un choix déroutant pour certains, intimidant pour d'autres. Un officier s'approcha avec une feuille rédigée en français, 3 lignes nettes, sans fioriture. D'un geste sobre, il leva la main droite et prononça calmement « Je fais le serment devant le peuple burkinabé, et sur mon honneur de défendre la Constitution, la charte de la transition, les lois de la République, et de garantir la justice pour tous les citoyens du Burkina Faso. 34 ans à peine et déjà à la tête d'un pays. » Ibrahim Traoré entrait dans l'histoire, devenant le plus jeune chef d'État de la planète. Ils étaient des milliers, drapeaux à la main et chants patriotiques aux lèvres, à envahir les rues de la capitale comme pour fêter une Coupe du Monde. Le capitaine Traoré venait d'écrire une page d'histoire et le peuple dansait. Si l'on voulait comparer son âge à celui de Paul Biya, vétéran inamovible du continent avec ses 91 ans, il faudrait multiplier l'âge de Traoré par 2, puis y rajouter encore 19 ans. Mais lui, Ibrahim, n'a que faire des trônes dorés et des vestons sur mesure. Les tapis rouges, très peu pour lui. Ce qu'il veut, c'est remettre debout un pays au bord du gouffre. Il l'a dit, il l'a martelé, la paix et la liberté ne sont pas des slogans, mais des objectifs concrets. Et s'il faut tout donner pour y arriver, alors il est prêt. Sa seule boussole, ce n'est ni l'ego ni le pouvoir, c'est le peuple. Certains observateurs plus rapides que les autres, à lire entre les lignes, flairèrent très tôt une influence venue du froid, et pas n'importe laquelle, celle d'un certain Vladimir Poutine. À peine quelques jours après le renversement de pouvoir, le journaliste Eliane Pelletier du New York Times sema le doute. Selon lui, le tombeur de Damiba aurait lui-même été propulsé par d'autres mains, et pas des moindres. Pelletier affirmait détenir des preuves solides, montrant que Wagner, ce fameux bras armé russe, avait joué un rôle clé dans la montée fulgurante de Traoré. Et comme pour enfoncer le clou, Edward McAllister de l'agence Reuters apporta sa pièce au puzzle. Ayant suivi la situation de très près, il confirma la thèse, toute tentative de remettre en question, Traoré risquait de se heurter à un mur venu tout droit de Moscou. Le message était clair, toucher à Traoré, c'était chatouiller l'ours russe. Mais face à ces soupçons, Traoré se montra catégorique. Sur France 24, il démentit tout en bloc. Wagner, pas besoin. Chez nous, dit-il, la version burkinabé de Wagner est déjà opérationnelle. Le message est passé. Avec assurance, il lança cette phrase qui fit mouche. Pas besoin d'importer les soldats de Wagner, on a déjà notre propre version à la maison. Ce sont les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Ce sont eux, les vrais remparts de notre nation. Des citoyens prêts à donner leur vie pour protéger chaque centimètre de notre terre. Mais le voile de mystère sur ses liens avec Moscou
n'allait pas durer éternellement. Le 27 septembre 2023 à Saint-Pétersbourg, tous les regards se tournèrent vers lui lors du sommet Russie-Afrique. Et là, devant le monde entier plus de faux semblants, il scella les choses en une phrase symbolique. Pour Traoré, le Burkina Faso et la Russie forment une famille. Aux yeux du capitaine Traoré, la Russie ne se contente pas d'être une alliée stratégique du Burkina Faso. Elle incarne bien plus une sœur de lutte, un membre d'une même lignée de peuples oubliés. C'est une question de sang, pas de frontières, affirma-t-il. La Russie fait partie de la famille africaine parce que notre douleur, nos cicatrices, notre passé, nous les avons portés ensemble. Et il le rappelle avec force, pendant que la Russie saignait pour vaincre le nazisme en Europe, nos aïeux, eux aussi, étaient arrachés à leurs terres pour servir une guerre qui n'était pas la leur. Ces liens-là ne sont pas écrits dans les manuels scolaires ni projetés au cinéma. Mais ils existent, et ceux qui les vivent ne les oublient pas. Dès que ces paroles franchirent la scène internationale, la réaction fut immédiate. Voilà Traoré, plus de faux semblants. Tu viens de sceller ton lien avec Moscou à la vue de tous. Tu parles de fraternité, tu tends la main au Kremlin. Ne joue plus la carte de l'ambiguïté. Et pourtant, c'est le même homme qui, à ses débuts, avait solennellement promis des élections démocratiques dès juillet 2024. Mais le 25 mai de cette même année, coup de théâtre, la junte militaire prolonge son règne de 5 années supplémentaires, avec Traoré toujours solidement installé à la tête de l'État. Une onde de choc traverse alors les chancelleries et les rues du pays. Certains applaudissent la continuité, d'autres y voient la trahison d'une promesse démocratique. Et la fameuse transition vers un pouvoir civil remise en question floue, peut-être même enterrée. Depuis que Traoré a pris les rênes du pays, les rapports avec Paris ressemblent à une corde raide sur le point de céder. La rupture est palpable. Les rues de Ouagadougou ont résonné des slogans anti-français, et ces voix ne sont pas isolées du Mali au Niger, c'est tout le Sahel qui gronde contre l'ancienne tutelle coloniale. Le vent a tourné. Sous la houlette de Traoré, le Burkina Faso s'ouvre à de nouveaux alliés, réoriente sa boussole diplomatique et envoie un message clair, fini le temps des maîtres et des vassaux. Le pays redessine sa carte des alliances, et ce n'est pas la France qui tient le compas. Janvier 2023, le ton est donné. Le Burkina Faso claque la porte et intime à la France de plier bagage en 30 jours. Exit le partenariat militaire qui permettait aux troupes françaises d'intervenir contre les groupes armés. Cette fois, Ouagadougou affirme « On s'en charge nous-mêmes ». Et comme pour tourner la page en grande pompe, une cérémonie solennelle s'est tenue en février où le drapeau français a été descendu dans une atmosphère pesante. Fin de mission pour les forces spéciales. Et début d'une ère où le Burkina choisit de marcher seul, ou du moins avec d'autres que Paris. Depuis son premier jour à la tête du pays, une image ne change jamais. Traoré, béret rouge vissé sur le crâne. Gants tactiques, aux mains holster sanglés à la cuisse. Un look de guerrier devenu emblème, presque une armure politique. Mais derrière cette allure de chef de guerre, une question obsède. Comment vit donc cet homme que l'on surnomme désormais le plus jeune président de la planète? Traîne-t-il dans des SUV blindés? Dernier cri, entouré de luxe tapageurs, comme tant de ses homologues qui confondent pouvoir et pillage. Réside-t-il dans un palais digne des 1001 nuits? Et sa famille nage-t-elle elle aussi dans le confort doré? Ou bien est-ce une autre histoire? Alors que tant de présidents africains s'accrochent à leurs privilèges comme des rois d'un autre temps, Ibrahim Traoré lui a claqué la porte du confort doré. Pas de limousine, pas de traitement princier, pas même ce salaire présidentiel astronomique de 76 000 $ par an. Il l'a rejeté d'un revers de main. À la place, il garde sa solde de capitaine de l'armée.
Simple, modeste, presque symbolique, un geste fort. Car dans un continent où le pouvoir rime souvent avec enrichissement personnel, ce choix fait figure de séisme. En mettant son peuple avant son portefeuille, Traoré ne fait pas que gouverner, il bouscule les codes. En moins de 2 ans, il a réalisé ce que d'autres englués dans la corruption et l'apparat ne parviennent pas à faire en une décennie. Refuser le luxe, c'est déjà fort. Mais ce qui propulse Ibrahim Traoré dans une autre dimension, c'est sa manière d'exercer le pouvoir. Dans un pays où un président pourrait légalement empocher 76 000 $ par an, pendant que son peuple survit avec à peine 73 $ par mois, lui non seulement renonce à ce pactole, mais va encore plus loin. Il ne s'est pas contenté de montrer l'exemple, il a imposé le cap 20% sur les salaires de tout le gouvernement. Fini les privilèges hors sol. L'argent de l'État ne devait plus graisser la machine bureaucratique, mais irriguer les vrais besoins de la population. Ce n'est pas une posture politique. C'est une rupture, assumer une déclaration de guerre aux habitudes enracinées. Et que fit Ibrahim Traoré de tout cet argent économisé? Il ne l'a pas enfermé dans un coffre-fort doré, ni dilapidé dans des campagnes d'images. Il l'a remis là où il devait être, entre les mains de son peuple. Le capitaine a misé sur l'avenir, pas sur l'effet d'annonce. Il a lancé la construction d'écoles, fait entrer l'agriculture dans l'ère de la mécanisation et jeté les bases d'une industrie textile nationale. Mais le coup de maître, celui qui fit lever les sourcils jusque dans les chancelleries occidentales, fut ailleurs. Il lança le chantier de raffinerie de pétrole 100% burkinabé. Pas un rêve à courte vue, mais une vision à 20 ou 30 ans. Une stratégie pour transformer les fondations économiques du pays durablement souverainement. Ici, pas de discours creux ni de vœux pieux. Les actes parlent d'eux-mêmes. Tandis que certains chefs d'État africains paradent en berline blindée, posent dans des jets privés ou exhibent leurs villas fastueuses, Ibrahim Traoré fait tout l'inverse. Lui, il roule dans une voiture sobre, s'habille comme un soldat et vit comme un citoyen parmi d'autres. C'est une gifle silencieuse à l'arrogance des élites du continent. Là où beaucoup confondent pouvoir et démesure, Traoré rappelle que servir, ce n'est pas s'enrichir. Il a fait de la sobriété son emblème et de la loyauté envers le peuple sa seule ligne de conduite. Quand un homme d'État préfère la mission au confort, le devoir à l'ego, il finit inévitablement par raviver les souvenirs des géants du passé. Et, dans le cas d'Ibrahim Traoré, le parallèle avec Thomas Sankara n'est pas qu'un simple hommage, c'est une évidence. Même rigueur, même modestie, même volonté inébranlable de remettre le peuple au centre de tout. Là où certains exploitent leur mandat comme un ticket d'entrée dans le club des ultra-riches, Traoré lui a fait machine arrière. Il a désactivé les privilèges, réduit les dépenses présidentielles et redirigé les fonds vers l'intérêt général. Ce n'est pas de la communication, c'est de la conviction. Et c'est bien ça le vrai visage du leadership. Ibrahim Traoré n'a rien d'un homme en quête de projecteur. Là où d'autres politiciens exhibent leurs enfants sur les plateaux, affichent leurs épouses dans les magazines ou transforment leur vie privée en feuilleton politique, lui choisit le silence. Pas de clichés de famille, pas de confidence sur ses proches, le mystère est total. Ce choix n'est pas anodin. Il reflète une conviction rare, la fonction présidentielle ne doit pas servir à bâtir un culte de la personnalité, mais à bâtir une nation. Tandis que certains se servent du pouvoir comme vitrine personnelle, Traoré tourne résolument le dos à la mise en scène. Sa seule obsession, l'avenir de son peuple. Et c'est justement ce qui le distingue dans un monde saturé d'ego. Il n'aura pas fallu plus de 24 mois à Ibrahim Traoré pour pulvériser un vieux mythe africain, celui qui lie pouvoir et opulence. Tandis que d'autres accumulent villa montre en or et jets privés, comme s'il s'agissait d'un droit présidentiel, lui avance en Rangers poussiéreuse, préférant les salles de classe au salon doré.
Ce n'est pas un président, c'est un serviteur du peuple dans le sens le plus pur du terme. Là où beaucoup gouvernent pour s'enrichir, lui gouverne pour construire. Il a osé prouver qu'on peut diriger sans piller, commander sans écraser, investir sans voler. Et s'il devenait le premier maillon d'une chaîne de leaders nouveaux, ceux qui placent les citoyens avant les privilèges. Si tel est le cas, l'Afrique n'a pas juste un avenir, elle a une révolution en marche. Mais toute révolution dérange. Et celle d'Ibrahim Traoré n'a pas fait exception. Au cœur d'une tentative de coup d'État digne d'un thriller, un homme mystérieux surgit prêt à verser 8 millions de dollars pour faire tomber le capitaine. Oui, 8 millions. Pas pour des routes, pas pour des écoles, mais pour acheter des trahisons. Au total, le complot visait à injecter 5 milliards de francs CFA dans les circuits de la corruption pour anéantir la junte. Mais voilà, ils ont sous-estimé la vigilance des forces de défense du Burkina. Grâce à leur loyauté, ce plan à 817 millions de dollars s'est effondré avant même d'avoir commencé. Et le capitaine, toujours debout, plus que jamais. Le 8 novembre 2024, le silence de la capitale burkinabé a été brisé par une menace aussi discrète que mortelle. Ibrahim Traoré a frôlé l'assassinat. Une opération masquée sous de faux airs de mission économique visait en réalité à le supprimer. Derrière ce voyage d'affaires, un émissaire énigmatique débarque avec une valise bien garnie 5 milliards de francs CFA. Mais pas pour des écoles, pas pour des hôpitaux. Non. Cette fortune servait à acheter des fusils des consciences et surtout à renverser le capitaine. L'armée en alerte a flairé la trahison à temps. Ce n'était pas qu'un simple coup monté, c'était une tentative chirurgicale pour décapiter le pouvoir et replonger le pays dans l'instabilité. Et tout ça avec de l'argent qui aurait pu nourrir des villages entiers. Mais qui tire les ficelles? L'homme interpellé n'agissait pas seul. Il était la main visible d'intérêts invisibles, des puissances étrangères aux dents longues, prêtes à tout pour briser l'élan du Burkina. Car un pays africain qui se libère, qui gère ses ressources, qui dit non aux diktats extérieurs, c'est insupportable pour certains. Avec son or, son manganèse et son uranium, le Burkina Faso est une cible de choix. Ce plan n'avait rien d'improvisé, acheter les soldats, semer la panique et profiter du chaos pour remettre le pays sous tutelle. Mais cette fois-ci, le scénario a échoué. Grâce à une armée loyale et à un peuple éveillé. Ceux qu'on croyait pouvoir acheter avec quelques liasses se sont révélés bien plus coriaces. Les soldats ciblés par le corrompu n'étaient pas des novices. Ce sont des hommes de terrain aguerris par des années de lutte contre les terroristes, les milices et le chaos. Plutôt que de claquer la porte, ils ont tendu l'oreille pour mieux tendre un piège. Sans éveiller le moindre soupçon, ils ont tout rapporté à leur commandement. Pas un mot, pas un geste, pas une réunion n'a échappé à leur vigilance. Pendant des semaines, ces soldats ont patiemment tissé une toile de renseignement dévoilant ainsi l'envergure d'un complot d'une précision glaciale. Puis vint le moment décisif. Le jour où l'argent devait changer de main. C'est le piège qui s'est refermé. Une opération éclair militaire brutale et sans bavure. Le suspect prit la main dans le sac, a été arrêté dans un entrepôt entouré de sa mallette remplie de billets maculés de trahison. Tout était filmé. Caméra dissimulée, micro directionnel, chaque détail était enregistré. Le dossier est en béton. Mais cette arrestation n'était que la partie émergée de l'iceberg. Derrière cet homme, un réseau bien plus vaste a été mis à nu, agents étrangers, mercenaires du Sahel, intérêts puissants tapis dans l'ombre. Le but, fracturer le Burkina et plus largement l'Afrique de l'Ouest. Mais cette fois, le vent a tourné. Ne vous y trompez pas, il ne s'agissait pas seulement d'un tas de billets glissés dans une valise. C'était une attaque frontale contre la souveraineté d'un pays. Une tentative déguisée pour faire main basse sur les trésors du sol burkinabé.
Derrière ce coup tordu, un seul objectif: briser l'élan d'un Burkina Faso qui pour une fois osait dire non et reprendre les rênes de ses ressources. Pendant des décennies, des puissances bien connues ont extrait, pillé, profité, sans jamais rendre de compte. Mais voilà qu'un nouvel ordre s'installe porté par une volonté farouche d'indépendance. Et ça, certains n'en veulent pas. Le scandale dit des joyaux révèle jusqu'où ces puissances étrangères sont prêtes à descendre pour maintenir leur emprise sur l'Afrique. Manipulation, corruption, tentative de putsch. Tout est bon pour que rien ne change. C'est un signal fort, les chaînes de la domination commencent à se fissurer. L'Afrique ne baisse plus les yeux. Des nations comme le Burkina Faso ne veulent plus tendre la main, mais construire avec les leurs. L'affaire du complot n'est pas juste une tentative de déstabilisation, c'est un message brutal. Chaque pas vers l'autonomie sera payé au prix fort. Mais face aux menaces, Ibrahim Traoré ne s'est pas couché. 2 ans après avoir pris le pouvoir en octobre 2023 dans un contexte explosif, le capitaine n'a pas seulement tenu bon, il a surpris tout le monde. En octobre 2025, le constat est là. Plus de 80% de ses engagements ont été concrétisés. Un militaire arrivé par les armes, certes, mais qui gouverne avec vision. Et ça peut l'avait vu venir. Et ce n'est pas du blabla. Les preuves sont partout: sécurité renforcée, hôpitaux rénovés, autonomie énergétique en marche. Mais surtout un projet qui fait trembler les vieux schémas face au rail. Un chantier titanesque pour relier les capitales régionales avec une ligne ferroviaire nationale financée à 75% par l'État et 25% par des partenaires privés. À Bobo-Dioulasso, une usine flambant neuve sort de terre pour produire sur place les wagons et les rails. Coût du projet 70 milliards de francs CFA. Délai 18 mois. Objectif: créer des emplois, accélérer le commerce et surtout prouver qu'un État africain peut rêver grand et réaliser l'impossible sans se vendre à l'étranger. Pendant que certains gouvernements tournent en rond avec des solutions temporaires, Traoré lui joue la carte du long terme. Avec l'appui de Rosatom, le mastodonte russe du nucléaire, le Burkina Faso entre dans l'ère de l'atome. Une centrale nucléaire est sur les rails, pas pour faire joli, mais pour offrir de l'électricité propre, fiable et surtout indépendante des marchés pétroliers internationaux. Et ce n'est pas tout à coup doux, un projet encore plus audacieux prend forme. Un technopôle pharmaceutique pensé pour casser la spirale infernale des importations de médicaments. Produire sur place, soigner, mieux employer local, telle est la logique. Avec 70 milliards de francs CFA sur la table, l'objectif est clair: d'ici 5 ans, le pays aura non seulement ses propres traitements, mais aussi des milliers d'emplois qualifiés et un pas de géant vers une vraie souveraineté sanitaire. Pendant que d'autres exportent leurs richesses brutes pour quelques miettes, le Burkina Faso lui a décidé de transformer ses trésors chez lui. Fini l'or qui part sans laisser de traces, une raffinerie flambant neuve s'occupe désormais de lui donner toute sa valeur sur place. Et ce n'est qu'un début. Une usine de transformation de tomates sort de terre, symbole de cette volonté de ne plus dépendre des marchés extérieurs. Et pour les champs. Oubliez la houe et les mains vides, tracteurs mis à disposition gratuitement, semences et engrais subventionnés. Résultat. En 2 ans, la sécurité alimentaire a fait un bond spectaculaire de plus de 50%. Oui, vous avez bien entendu, plus de la moitié. Et sur le terrain sécuritaire, c'est un autre tournant. L'opération Zéro terroriste n'a pas fait dans la demi-mesure. À Solenzo, 28 djihadistes rayés de la carte. 2 jours plus tard, à Montierzik, 29 autres neutralisés. Le tout orchestré par les forces spéciales et les VDP-C civils engagés dans la défense de leur patrie. Mais ce n'est pas que du muscle, modernisation militaire, équipement dernier cri et surtout alliance inédite avec Moscou
Ankara et Pékin. Résultat. Des zones entières, comme Djibo, autrefois livrées aux terroristes, sont aujourd'hui de nouveau sous contrôle. Le Sahel, fracturé hier, commence à se recoller et à tenir tête. Le message est clair, l'époque du français, comme langue imposée, est révolue. En tournant la page, le Burkina affirme son enracinement panafricain et sa volonté de tracer son propre destin. Côté finance, l'État ne se contente pas de beaux discours. Les salaires des agents publics montent en flèche. Et la Banque centrale devient le rempart d'une souveraineté économique assumée, libérée de la tutelle parisienne. Sur le front énergétique, c'est une révolution verte en marche. Un barrage hydroélectrique colossal sort de terre. Promesse d'électricité pour les usines, les fermes et les foyers. Et pendant ce temps, les cliniques mobiles sillonnent les régions les plus reculées, offrant des soins à ceux qu'on avait toujours oubliés. Le progrès ne s'arrête plus à la ville, il frappe désormais à toutes les portes. En à peine 2 ans, Ibrahim Traoré a fait ce que d'autres n'osent même pas promettre en une décennie. Il a pris une nation blessée et l'a transformée en symbole d'espoir, de force et de reconquête. Alors la vraie question, elle est pour vous. Les autres chefs d'État africains oseront-ils s'en inspirer? Oseront-ils briser les chaînes et rêver grand pour leur peuple? Et vous pensez-vous qu'Ibrahim Traoré écrira l'histoire, pas seulement celle du Burkina, mais celle de tout un continent? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin et surtout, restez éveillés.